D'accord. Libanais d'origine, vous êtes né à Dubaï et grandi en Côte d'Ivoire. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais 2 ans. Ma femme elle est née ici, mon fils il est né ici, ma soeur elle est née ici, mon petit frère est né ici. Les parents étaient à Dubaï au départ, et puis ils sont venus ici. C'est une chance pour moi d'avoir découvert la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que c'est ma passion. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où la Côte d'Ivoire est ma passion. D'accord. Et comment vous vous définissez? Je dis toujours, je ne vais pas dire que je suis ivoirien plus que beaucoup d'Ivoiriens. Le cœur, il est ivoirien. Celui qui renie sa nationalité, il n'a pas de nationalité. Je suis libanais d'origine. Mais je suis 2 fois ivoirien. 1 fois libanais, 2 fois ivoirien. D'accord. Parce que ce qui compte, c'est l'amour que tu as pour un pays qui t'a accueilli. Et donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce manque d'amour. Il y a plus d'amour que ce dont quelqu'un a besoin pour aimer ce pays. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est ma passion. Vous évoluez au Liban en tant que footballeur et en 2019, vous décidez de mettre un thème à votre carrière pour revenir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Ici, je joue au foot. J'ai grandi au campus de Cocody, au Maracana. Et j'ai aimé jouer au foot toute ma vie. C'était ma passion, c'était tout ce qui comptait pour moi. Et chez nous, malheureusement, j'ai eu 2 ou 3 opportunités où une star ivoirienne voulait m'envoyer en France. Laquelle? Je ne vais pas citer le nom. D'accord. Pour pouvoir aller jouer, faire un centre de formation sport-études en France. Et ma maman qui est là, qui a toujours peur que son fils va boire, il va foutre la merde, il va les droguer, il est seul, tout ça. Elle n'a pas accepté. Et donc je suis allé en vacances au Liban pour découvrir le Liban. On était en train de jouer et puis quelqu'un m'a vu. Et donc ça s'est fait de manière rapide. Donc j'ai signé, on a été 2 années de suite champion du Liban. J'ai joué l'équipe nationale du Liban. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Tous mes amis sont là, tous les gars avec qui j'ai grandi sont là. J'ai eu une blessure à l'épaule où chaque jour mon épaule se déboîtait. Donc j'ai fait une opération, j'ai mis une vis. Et j'ai pas aimé vraiment le professionnalisme du football. Moi, j'ai préféré le garder à un moment donné comme une passion parce que je suis bien placé pour dire ce que les footballeurs subissent aujourd'hui. Les gens viennent ici en Côte d'Ivoire, quand ils font un peu les fêtes, ils vont dire voilà, eux ils ont... Non, au contraire. Le problème, quand tu es professionnel dans ce domaine, tu n'as plus de vie. Tu n'as plus rien à faire de ta vie, à part les entraînements, bien manger, te reposer, et puis aller au vert pour jouer un match de foot. Donc à un moment donné, ça devient très lourd. Et je dis, c'est semi-professionnel, alors qu'en Europe, même quand il y a les fêtes, les gars jouent. Donc dès qu'ils ont une petite période pour s'amuser un peu, viennent s'amuser ici, les gens continuent de mal parler, mais je sais de quoi il s'agit. Et donc, c'est important souvent de faire la fête. D'accord. Alors, en Côte d'Ivoire, l'on vous connaît en tant que grand philanthrope. Je veux savoir, y a-t-il une histoire personnelle qui a déclenché en vous cette envie d'aider les autres? Non, il n'y a pas eu d'histoire. Tout commence par l'éducation. Si dans ta maison, tu es habitué à ce que tes parents toujours donnent, et si tu grandis dans un milieu comme Adjamé, aujourd'hui Adjamé a été une école pour nous, une institution. Parce que quel quartier? Quartier Rouge. Quartier Rouge, Abras, Bracody, le terrain d'Aris. Là-bas, de nos jours, maintenant, on découvre que les gens sont un peu dans la discrimination. Avant, à Djamé, il n'y a pas blanc, noir, sénégalais, libanais. Tout le monde est la même chose. Tout le monde est pareil. Donc, quand quelqu'un a un problème parmi nous, c'est comme si tout le monde avait le même problème. Donc, même avec le peu de moyens que nous avions, nous arrivons à cotiser un peu pour régler les situations.
pas oublier aussi qu'avant, tu sors avec 5 000 francs le week-end, tu fais tout ce que tu as envie de faire à Abidjan et puis tu reviens à la monnaie. Aujourd'hui, dès que tu dis isolement, tu as payé 10 000 francs en consultation et sans le transport. Donc les choses ont tellement évolué qu'aujourd'hui, je pense que c'est toute cette histoire qui rend certaines personnes aigries. Souvent, tu n'as pas envie d'être aigri, tu n'as pas envie d'être méchant, mais c'est les circonstances de la vie qui font que, à un moment donné, tu commences à faire beaucoup de calculs. Et quand tu fais beaucoup de calculs, ta mentalité, elle change. Voilà. Donc, il n'y a pas d'histoire personnelle, il y a une forme de solidarité. Et c'est la meilleure manière de dire merci à un pays qui t'a hébergé, qui m'a tout donné. Tant que la santé elle est là, c'est comme si Dieu a tout donné. Voilà, donc c'est l'essentiel. On rend grâce toujours à Dieu. Quand la santé est là, la famille va bien, tout le monde va bien. L'argent n'est pas tout dans la vie. Vos actions sont principalement tournées vers des enfants et des personnes issues de milieux défavorisés. Je veux savoir. Non, pas forcément. Puisque on a déjà envoyé des filles qui ont été en esclavage au Koweït. On a envoyé une fille ivoirienne de Singapour. On a envoyé deux Ivoiriens malades de Tunisie. On a déjà intervenu au Maroc, à Dakar, au Cameroun, au Burkina Faso, pour des gens qu'on ne connaît pas. On est dans la réhabilitation des écoles, des églises, des mosquées, des maisons. La maladie, on priorise, si tu veux, si on a le choix entre un adulte et un enfant, on priorise toujours l'enfant. Et on priorise les cas qui sont urgents. Et les cas que le plateau technique ivoirien nous permet de soigner. On n'intervient pas dans les voyages vers l'extérieur du pays. Malheureusement aussi, on ne peut pas tout faire. Il y a tellement de cas, c'est des centaines de cas par jour. On essaye de pouvoir faire ce qu'on peut, parce que nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un groupe bénévole qui nous cotisons à un moment donné parce que je ne peux plus faire tout seul. Mais justement, comment vous mobilisez les fonds et comment vous organisez? À un moment donné, ça fait 15 ans que je fais mon bénévolat. Ça fait 2 ans à peu près que la Toile me connaît. Ça fait 8 mois qu'on est sur le bénévole de premier secours que j'ai créé. Au départ, je ne faisais pas l'appel aux dons parce que j'ai toujours ma stratégie où j'appelle des gens que je connais, je les envoie une box et des images. Mais les gens exigeaient qu'on fasse des appels aux dons parce que tout le monde veut participer, sinon le groupe ne servait à rien. Et donc c'est très simple. Aujourd'hui, on couvre toute la zone de la Côte d'Ivoire, sans exception. Et s'il y a un cas quelque part, on fait un post sur le groupe pour dire bénévole par exemple de Laoukro. Le premier bénévole qui vient sous le poste, on lui donne une mission d'aller sur place, parce que c'est pas loin. Il est à Daoukro, le cas est Daoukro. D'abord de vérifier si le cas est réel ou pas. Quand lui confirme que le cas est vraiment réel, nous avons le deuxième bénévole qui va là-bas pour commencer à voir la documentation, s'il peut être soigné sur place ou il faut qu'on l'envoie à Abidjan. La troisième étape, c'est que s'il doit venir à Abidjan, on appelle le GSPM, avec qui on est en très bon rapport. On prend une ambulance, on l'envoie sur Abidjan. On commence les premiers examens ici, et après il y a une facture pro forma. Quand cette facture pro forma sort, on met la facture pro forma, la photo du cas, les trois numéros de téléphone, avec le montant précis que la facture pro forma indique. Et si vous venez faire un don, vous êtes obligé de mentionner le montant de votre don sous le poste. Au fur et à mesure, nous déduisons. Si c'est 500 000, tu as mis 100 000, ça fait 400. Si lui a mis 10 000, ça fait 390 000, ainsi de suite. Et quand ça arrive à zéro, on boucle le poste. Le lendemain, on va à l'hôpital, on paye. Les bénévoles restent à côté de lui. Durant l'opération, si c'est des kits opératoires, nos bénévoles vont payer, il y a les reçus, tout. On va déposer, on fait la photo, on fait la vidéo avant, après l'opération, jusqu'au moment où on le libère pour repartir chez lui. C'est très simple, mais c'est très compliqué. Alors, grâce effectivement à vos actions caritatives et les nombreuses prises en charge, non sinon le vagabond de la charité, comment vous accueillez cela?
Le vagabond de la charité, c'est quelqu'un qui me l'a donné parce que moi, C'est qui? c'est des amis qui étaient à Cozy chez moi au resto à un moment donné. Et puis il y avait un cas. La veille, j'avais pris un cas en compte. Et on était en train de discuter. Ils me disent, mais Hassan, tu n'as même pas pu avoir l'argent du tas d'hier. Donc tu vas aller vérifier le cas. J'ai dit, je m'en fous. Parce que moi, je suis dans la politique où si tu t'assois pour penser comment tu vas rassembler l'argent, tu vas laisser tomber. Mais quand tu t'engages, tu es obligé après de chercher l'argent, de te casser la tête. Donc je me suis levé, je suis parti. Et dès que je l'ai vu, j'ai vu qu'il a besoin d'aide. Après, c'était un cas de... Ça nous a coûté à peu près 21 millions. Je m'étais engagé sans savoir vraiment ce que le cas nous allait nous coûter. Donc le gars me dit, toi tu es un vagabond, tu es un vagabond, tu es un vagabond. C'est rentré comme ça, après on dit le vagabond de la charité. Après ça me fait rire. Mais moi-même, j'aime le style de bad boy. Donc ça me va, tous les noms me vont. Si tu veux, il faut m'insulter, mais il faut me donner l'argent, je vais soigner. Donc j'ai pas de problème avec ça. Nous avons une mission avec laquelle on ne peut pas s'amuser. C'est laquelle? La mission, c'est de soulager. Quel que soit le problème rencontré avant de soigner, c'est soulager et avoir un sérieux dans le groupe que dans d'autres groupes, il n'y a pas. Il y a des respects de règles. C'est-à-dire chez moi, si tu viens partager une vidéo d'un pasteur ou d'un imam, tu es viré. Parce que zéro politique chez moi. Si tu viens employer le mot BT Djoula, si ce n'est pas par exemple dans un cas où c'est écrit il est par exemple Gagnois, on ne peut pas savoir que c'est un BT, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui viennent sous les postes pour dire non, le Djoula a fait le BT, il est renvoyé. Libanais a fait, Français a fait, Chinois, il est renvoyé, il n'y a pas de discrimination. Si tu veux, ce groupe, non seulement c'est une forme de sensibilisation à faire du bien, à faire retrouver le cœur des gens, mais aussi c'est une cohésion sociale qui permettra aujourd'hui et qui permet de voir le Libanais, quand on sort comme ça, il n'est pas différent du Français, il n'est pas différent de l'Ivoirien. Parce qu'il faut côtoyer certaines personnes. Le Djoula peut vivre tranquillement avec le BT, ou avec le Hani, ou avec le Baoulé, quels que soient les problèmes hors du groupe politique. Mais quand on est sur le terrain comme ça, on a des actions, nous tous on a un seul discours, c'est le discours social. Pour rester dans l'esprit. Il faut qu'on reste dans l'esprit. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit à la politique. La politique, c'est pour les politiciens. Nous, notre politique, c'est de ne pas faire de la politique. Les gens passent leur temps à dire Hassan Hayek, qu'est-ce qu'il cache derrière ses dons? Hassan Hayek, qu'est-ce qu'il fait de la vie? Hassan Hayek ne fait rien. Il n'y a pas plus simple que ma vie. Hein. Je vais au travail à 7 h, je reviens à 22 h. Chez moi. Je n'ai pas d'argent. Ma richesse, c'est l'amour des gens qui m'entourent. C'est une bonne richesse. C'est la meilleure des richesses. Aujourd'hui, où tu vas, les gens te remercient. On n'attend pas le remerciement. Nous, c'est Dieu qu'on regarde. Mais c'est une richesse. Tu vois, c'est une richesse. Donc, je n'ai pas d'argent. Je cotise comme tout le monde. Tout le monde cotise. Il faut que les gens arrêtent de dire Hassan Hayek, merci. Ce n'est pas Hassan Hayek, merci, c'est tous les bénévoles. Aujourd'hui, j'existe grâce à tout le monde. Je suis devenu juste un catalyseur. Il y a des cas sociaux où je n'ai même pas besoin de payer 5 francs. Parce que quelqu'un a déjà bouclé le truc. Donc, je ne suis, si tu veux, qu'un carrefour qui essaye de canaliser les choses et qui essaye de donner certaines choses. D'accord. HH, votre slogan en fait, c'est quoi? Le slogan du groupe, c'est le bienfait n'est pas un choix, mais un devoir citoyen. Donc, dans toutes les religions sur cette terre, parce que nous tous prions le même Dieu, Tout à fait. avant la prière, on nous apprend le partage. Et aujourd'hui, de nos jours, avec tout ce qu'on voit, la meilleure des religions, c'est le partage. Il ne sert à rien
de rendre sa femme et ses enfants malheureux à la maison et d'aller faire du bien dehors. Parce que ça ne compte pas. Ça commence par la maison, ça commence après la maison, par les employés qui sont à la maison, après le voisinage, après la famille, après l'entourage. Il faut commencer par soi-même à faire du bien autour de nous et quand il reste du bien à partager, on peut le partager ailleurs. Voilà, donc c'est très important. Il ne sert à rien de faire du bien ou de faire des dons alors que si votre femme ou vos enfants ont demandé quelque chose, vous dites qu'il n'y a pas, vous allez le faire ailleurs. Dieu n'a jamais demandé ça. Il faut s'autosuffire et ensuite penser aux autres. Très bien. En ce moment, quelles sont vos perspectives? Écoutez, il n'y a pas vraiment de perspective. Nos rêves ont toujours été les mêmes. Essayer de créer un grand hôpital ou une maternité qui sera gratuite pour tout le monde. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, bien sûr. Et quand on dit gratuite, c'est-à-dire que c'est vraiment gratuit. C'est que quand la femme accouche, si c'est une césarienne ou un enfant prématuré, qu'elle soit prise en charge sans qu'elle paye 5 francs. Et on espère qu'un jour on va le réaliser. On espère aussi. On espère que ça va aller. Alors, l'entretien est malheureusement terminé. Est-ce que HH, notre invité du jour, aurait quelque chose à dire à ses compatriotes ivoiriens? Je vais dire aux Ivoiriens, à nos compatriotes, que ce soit Ivoiriens ou hors Ivoiriens, la période qui approche est très sensible. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie en général, ces temps-ci, il faut aller blé-blé. Il faut calmer le jeu. Sur des posts, sur les réseaux sociaux où tu sais que tu n'as rien à dire, ne rentre même pas dans des débats qui peuvent te créer des ennemis. Aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi, qui est derrière quoi, qui est qui. Mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est de toujours parler, aujourd'hui de partager du bien, de demander toujours pardon si tu as eu un souci avec quelqu'un, de prôner la paix. Parce que normalement, dans un pays, quel que soit le pays, être en parole avec quelqu'un, c'est déjà pas bon. Et une guerre n'a jamais arrangé quelque chose. Tout à fait. Pour ceux qui ont vécu des guerres, ils savent de quoi je parle. Et il faut que les gens soient compréhensifs. Il faut que les gens gardent patience. Il faut que les gens voient aujourd'hui l'avenir des petits qui viendront après eux. Il faut qu'on arrête l'égoïsme et la méchanceté. Il faut qu'on s'aime vivant. Aimons-nous vivants. Parce que la mort du Daichi doit faire apprendre beaucoup de choses. Voilà. Il n'y avait pas quelqu'un qui tapait sa poitrine plus que lui en Côte d'Ivoire aussi. Aujourd'hui, malheureusement, il ne savait pas, c'est arrivé comme ça. Pourtant, il y avait beaucoup de plans. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui comme bien, et ce qu'on peut aider avec aujourd'hui, on n'a qu'à le faire sur le champ. Il ne faut pas qu'on va dire demain. Parce que c'est l'instant, en ce moment où tu sais que tu es vivant. Tu ne sais pas demain ce qui peut se passer, tu ne sais pas dans 1 an, tu ne sais pas dans 10 ans. Il ne faut pas, en tout cas pour le bienfait, il ne faut jamais retarder même d'1 minute. Si tu peux faire, fais en même temps. Parce que c'est ce qu'on prend finalement avec nous. Comme tout le bien matériel reste sur terre. Tout ce qui vient de la terre revient à la terre. Donc, c'est ça. Nous sommes apolitiques à 100%. HH n'a aucun objectif politique dans sa tête, ni de mairie, ni de député, ni de quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Je connais ma place, je suis libanais, j'ai même pas la santé ivoirienne. Voilà, je paye ma carte de séjour comme tout le monde. Et j'aime ce pays peut-être plus que beaucoup d'Ivoiriens. Oui, ça se sent. Voilà, j'aime ce pays plus que beaucoup d'Ivoiriens. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus ivoirien que. Bien sûr, dans tout le sens. Voilà, donc c'est comme ça. Tout simplement, je peux dire merci à la Côte d'Ivoire et merci aux Ivoiriens. C'est tout ce que je peux dire. Et nous vous disons merci pour ces jolis conseils. Merci beaucoup. Aimons-nous vivants, prônons la solidarité, c'est ce qu'on retient de notre invité du jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour ce numéro
c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore une fois de toujours nous suivre et d'être très sympa, à nous envoyer des jolis messages, des jolis commentaires. On prend rendez-vous, pourquoi pas, pour un autre numéro avec bien sûr un autre invité.